Bienvenue dans le café du dimanche matin, même si il est midi 4 avec Chris Genacht. C'est ma réaction à chaud sur l'UFC 264. Alors avant de commencer, je vais faire appel à l'indulgence pour deux raisons. Première raison, je n'ai dormi que 3 heures et ça amène à la deuxième raison, je n'ai dormi que 3 heures parce que j'ai commenté l'événement en live, ce qui fait que on ne regarde pas le combat de la même manière quand on doit le commenter que quand on le regarde en tant que fan et qu'en plus on sait qu'on doit faire une analyse après. Bref, bel événement. Du début à la fin, très très bel événement. C'est à se demander si le changement du montant des bonus a eu un impact sur la qualité ou la performance de chacun des athlètes. Pour info, Dana White avait annoncé juste avant l'événement que les bonus seront à 75 000, 75 000 dollars plutôt que les 50 habituels. Et j'ai envie de dire, ça s'est ressenti dans les performances. Alors, j'ai pas vu tous les combats, évidemment, parce qu'il y a eu toute une période où j'ai fait le trajet vers les bureaux d'Eleven Sports pour commenter, pas pour commencer. Mais de ce que j'ai vu, c'était waouh, juste waouh. On a eu droit à un super bel événement et c'est chouette parce que c'est une carte de McGregor. Alors, ce que j'entends par là, c'est que une carte de McGregor va ramener beaucoup plus de regards nouveaux sur le sport. On a probablement pas mal de personnes qui ont découvert le MMA grâce à cet événement et j'espère que ces personnes l'ont découvert du début à la fin, mais même s'ils n'ont découvert que la main card, elle était vraiment top, vraiment top. Bon, on va faire dans l'ordre chronologique des événements. Avant toute chose, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, merci de t'abonner. Le premier combat, Zaglas Zhumagulov qui met une grosse soumission à Jérôme Rivera. Alors, c'était une guillotine modifiée. Joe Rogan l'expliquait très bien dans les commentaires. Il avait l'angle de la guillotine, donc il était de face pour l'étranglement, mais il a pris le grip de l'étranglement arrière. Et quand on regarde, Jérôme Rivera avait vraiment un genre de neck crank. Je ne sais pas s'il a vraiment tapé sur l'étranglement en soi ou sur la douleur à la nuque parce qu'il avait vraiment sa tête dans un angle assez pas naturel. c'est pas dans ce sens-là que la tête est supposée aller. Mais bref, ça change rien. Au final, il y a le tap-out. C'est une très très belle soumission. Et en plus de ça, Zaglas est beaucoup plus petit que Jérôme. C'est relativement rare de voir des guillotines debout quand il y a une différence de taille de ce type avec le plus petit qui inflige la guillotine. Évidemment, il n'a pas pris la guillotine à partir de debout. Il a pris la guillotine sur un genre de scramble au sol. Puis il s'est relevé et il a appliqué la pression en mettant intelligemment Rivera contre la cage. Très belle performance, vraiment pour commencer la soirée, c'était au top. Alors c'est à ce moment-là que j'ai pris la route. J'ai pas vu beaucoup de commentaires sur Twitter par rapport à Brad Tavares contre Akhmedov, contre Maya contre Jessica Eye. Et ça nous amène à Dricus du Plessis qui a un des Performance of the Night. Et c'était franchement, je le disais pendant le live, ça allait être une tâche très difficile pour l'UFC. C'est toujours Dana White qui annonce qui a les bonus, mais je ne sais pas si c'est vraiment lui qui prend la décision derrière. Mais peu importe, je disais que ça allait être difficile d'annoncer qui était Fight of the Night et qui allait avoir les Performance of the Night. Dricus du Plessis en a obtenu un des deux Performance of the Night sur son KO qui est assez propre. Et ça montre qu'il a une réelle puissance dans ses frappes. Je vais expliquer pourquoi très simplement. Il y a une action qui le pousse contre la cage. Il rebondit entre guillemets. Donc la cage, elle est un tout petit peu flexible. Donc la cage vient vers lui, pousse vers moi plutôt quand Dricus touche. Et puis il le renvoie vers son adversaire. Et quand il le renvoie vers son adversaire, il y a un genre d'impulsion qui le pousse dans son jab direct. Trevin Giles, son adversaire, était en train de reculer. Donc la frappe allait vers son adversaire qui reculait. Donc on n'a pas du tout une collision. Et malgré le fait que ce ne soit pas une collision, que le coup est un peu amorti par le fait que Trevin Giles est en train de désengager, ça touche la pointe du menton et c'est un KO très clean qui clôture une très belle performance de
Dricus du Plessis. C'est assez marrant parce que j'ai oublié de faire un post avant l'événement et j'aurais dû le faire, je regrette un peu. En tout début d'année, j'avais fait une liste des 10 prospects à suivre cette année à l'UFC. On avait notamment Dricus du Plessis dedans, qui passe à 2-0 si je ne me trompe pas en 2021. On avait Ilia Topuria dedans, qui vient de scorer un très beau KO, et c'est le combat d'après, sur Ryan Hall. Et je pense que sur tous mes prospects, sur les 10, il y a une seule défaite pour le moment, donc c'était plutôt une liste qui était bien faite. Crédit Chris. Je vais prendre un café. En fait, on parle beaucoup de mon café, évidemment, pour me réveiller. Mais ça me permet de faire mes chapitres dans mes vidéos. C'est-à-dire que chaque fois que je vois que j'ai pris un café, ça veut dire que j'ai changé de sujet. Même si, là, je bois mon café entre mon deuxième et mon troisième sujet. Donc, le chapitre sera peut-être pas bien fait entre mes deux premiers. Bref. Topuria contre Ryan Hall. Donc, première chose, Topuria, performance intelligente, en plus d'une performance compétente. Il a su gérer les risques que présente le profil bizarroïde, j'ai envie de dire, de Ryan Hall, qui est un profil qui est dangereux sur 2 distances. La distance du kicking range et le sol. Ilia Topuria, on l'avait dit avant le combat, c'était un très mauvais match-up stylistique pour Ryan Hall, sauf si Topuria prenait trop confiance en son jeu à des moments qui n'étaient pas judicieux. Topuria a su bien gérer les distances, il s'est pas emballé quand il était au kicking range, il est resté responsable défensivement à ce moment-là. Il a forcé l'action plutôt dans un boxing range, forçant Ryan Hall à se mettre au sol. Il n'a pas pris trop de risques au sol, même s'il avait une certaine confiance en ses capacités, puisque ça reste une énorme ceinture noire, Ilia Topuria. Et quelque chose qu'on avait déjà remarqué peut-être chez Ryan Hall, mais qu'on a certainement remarqué de manière générale en MMA, c'est que les meilleurs grappleurs, donc les grappleurs qui ont une vraie carrière en jiu-jitsu ou en no-gi, perdent ou ne prennent pas, c'est pas qu'ils la perdent, c'est qu'ils prennent pas spécialement une très bonne habitude, de très bons réflexes face au ground and pound. Ils ont beaucoup plus l'habitude d'une dynamique de combat au sol où l'autre ne cherche que position, soumission, scramble. En MMA, évidemment, on a un peu plus cette notion de ground and pound. Un des défauts de Ilia Topuria dans ses 2 premiers combats, enfin en tout cas dans son combat contre Youssef Zalal à l'UFC, et qu'on pouvait lui reprocher, c'était qu'il était trop en mode grappling. C'est-à-dire quand ça arrivait au sol, il pensait que soumission, parce qu'il est très offensif à ce niveau-là. Et on le voyait très peu, voire pas du tout, envoyer de ground and pound. Et là, contre Ryan Hall, je pense que justement, un grappleur qui est focus uniquement sur, comme je le disais, soumission, scramble, position, il va laisser beaucoup plus d'ouverture en ground and pound parce qu'il sera pas du tout, il n'aura pas une position avec une vraie responsabilité défensive par rapport aux attaques avec des frappes. Par contre, clairement, Ryan Hall se met toujours dans des positions où il peut attaquer pas mal de soumissions, ce qui est peu orthodoxe, ce qui est relou quand l'autre ne peut faire que grappler. Mais là, Topuria, il pouvait frapper, il a frappé, et c'est un sale knockout. C'est un sale knockout au premier round pour Ilia Topuria qui est invaincu, qui passe à 3-0 à l'UFC avec 2 finalisations, en battant Ryan Hall que quasi personne ne voulait affronter dans la division. Il va rentrer tout doucement dans le top 15 des featherweight, et j'en parlais avec Brian. Il y a des chouettes combats. Imaginons un petit Shane Burgos contre Ilia Topuria. C'est peut-être pas un cadeau pour Ilia, mais c'est sur papier du lourd. Et si on veut remettre un peu Ilia Topuria dans cette structure de grappleur contre grappleur, il y a Bryce Mitchell qui est en numéro 12 ou 13 dans la division. Ça peut être un combat intéressant. En tout cas, voilà, maintenant Ilia se rapproche du top 15. Dans le top 15, il n'y a que des combats intéressants évidemment, que des gros challenges pour lui. Et j'ai hâte de voir la suite pour ce jeune prospect qui faisait partie de ma liste des 10 meilleurs prospects à suivre en 2021. Changement de sujet, gorgée du café, qui est excellent. Je vais essayer de faire une collaboration avec eux parce que je recommande. Michel Pereira contre Nico Price, qui pour moi était le fight of the night sur papier avant que l'événement ne commence. Ça a vraiment délivré.
Ça a été un chaos n'importe quoi. Vraiment très agréable à regarder pour les fans de violence et même pour les fans stratégiques, comme je le disais. Michel Pereira, ok, il fait ses singeries, il profite de son surathlétisme inhumain pour faire des trucs un peu foufou, mais il commence vraiment à calibrer son jeu autour du mot efficacité. Et ça, c'est dangereux pour ses futurs adversaires et c'est très bon pour sa carrière. Il était face à un Nico Price qui, comme d'habitude, gros mental, toujours dangereux, jusqu'à la dernière seconde, à la recherche constante de la victoire, et ça a donné une dynamique de combat qui était vachement intéressante. Michel Pereira qui prend les 2 premiers rounds, Nico Price qui cherche à tout prix à finaliser dans le 3e et qui prend le 3e. Juste beau, juste vraiment un chouette combat, très agréable à regarder, pour bien nous garder éveillés il devait être 3h30 du matin à ce moment-là pour nous en Belgique et en France. Pas grand-chose à dire d'autre, si ce n'est que le salto de Pereira quand Nico Price est au sol, son pied touche le visage de Nico Price. Je ne vais pas rentrer dans un débat inutile maintenant, mais a priori, c'est illégal. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'UFC. C'est la première fois que ça arrive, mais l'arbitre doit être normalement conscient de ça. Et ça pourrait mener normalement soit à un avertissement, et du coup on reprend le combat debout, voire même à un point de pénalité, parce que c'est comme un soccer kick en soi. Évidemment, on n'a pas l'impact du soccer kick, bien qu'on pourrait dire que Nico Price semblait légèrement sonné par le coup. En tout cas, surpris, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, il faut faire gaffe à ça. Les règles sont les règles, c'est pas parce que c'est la première fois qu'on le voit qu'il faut les oublier. Nico Price était au sol, il prend, je crois que c'était le talon qui touche dans le visage et de manière, enfin c'était un vrai coup, ça avait l'impact, ça avait la puissance dans le vrai coup et c'est pas légal comme coup. Donc normalement il y aurait dû y avoir quelque chose de l'arbitre. Bref, mais on peut beaucoup parler d'arbitrage par rapport à hier soir. Donc voilà. Le combat n'a pas reçu le Fight of the Night, ce qui me surprend un tout petit peu. Pour une simple... Après, je vais y revenir après. Parce que Max Griffin contre Carlos Condit, on n'a pas regardé avec Brian, on était en plein préparatif, son, etc., etc. Donc malheureusement, je ne sais pas trop dire je ne peux pas analyser. Max Griffin a gagné à la décision. Du coin de l'œil que je regardais, ça me semblait logique. Des stats qu'on a vus, ça me semblait logique. Donc voilà, ça avait l'air d'être un combat agréable, mais pas le combat de l'année. Ok, on arrive maintenant sur la main card. Sean O'Malley contre Chris Moutinho. Alors, c'est le Fight of the Night. Je pense que la décision... Alors, honnêtement, si je suis neutre et que je ne mets pas mes émotions dans la balance, j'aurais donné à Michel Pereira contre Nico Price parce que pour moi, c'était plus appréciable du fait qu'il y avait de la compétitivité. Compétitivité. Le mot me semble bizarre, mais je crois que c'est ça. C'est ça ? Compétitivité ? Ouais. Merci, femme. Donc en général, un Fight of the Night, c'est souvent quand il y a un peu du back and forth. Et clairement, dans Nico Price contre Michel Pereira, pour moi, le 29-28 est totalement logique, mais il y avait vraiment un peu cette combativité de part et d'autre. Sean O'Malley contre Chris Moutinho, on avait vraiment du mal à imaginer Sean O'Malley perdre à n'importe quel moment du combat. Il y a quelques moments où on le voyait un peu fatigué, on se disait peut-être que Chris va pouvoir revenir dans le combat, mais il n'est jamais vraiment venu dans le combat. Par contre, évidemment, quand on met les émotions dans la décision, je dis pas que c'est bon ou mauvais, je dis là que clairement le côté histoire a pesé dans la balance. Chris Moutinho accepte le combat à 11 jours de l'échéance. Personne ne le connaît, c'est ses débuts UFC. Il fait preuve d'un mental comme on a, je vais dire, presque jamais vu par le passé. Il continue d'avancer. Le combat est stoppé de manière prématurée selon certains, pas pour moi, je vais y revenir. Ok, je comprends totalement qu'on souhaite lui offrir un bonus. Je l'avais d'ailleurs dit en live, si on lui donne pas le Fight of the Night parce que c'était pas assez compétitif, il faut trouver un moyen de lui offrir son bonus parce que c'est vraiment une performance incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir accepté le combat, le mec il travaillait full-time en tant que peintre
Et là, il arrive à l'UFC, il fait son premier combat, je ne sais pas quelle est sa prime, mais en tout cas, il y a 75 000, 75 000 euros dollars qui rentrent sur son compte en banque. Ça fait plaisir, ça change la vie et c'est mérité par rapport à la performance qu'il nous a offerte. Donc là, on avait vraiment Sean O'Malley, les stats incroyables. Oh, j'aurais dû prendre les stats, mince. Mais bref, je crois qu'il y a plus de 200 frappes qui touchent, ou peut-être 189. Bref, on est aux alentours des 200 frappes qui touchent sur 3 rounds de 5 minutes. Avec une précision au-dessus de 80%, j'ai pas pour souvenir d'avoir vu ça sur un long combat. Évidemment, McGregor contre José Aldo, 100%, parce qu'il y a une frappe qui touche sur une. Mais sur un combat avec plus de 100 frappes envoyées, j'ai pas pour souvenir d'avoir une fois vu une statistique de précision aussi haute que celle de Sean O'Malley hier. Toutes ces frappes sont des frappes significatives. Donc il y a autant de frappes qui touchent que de frappes significatives. Et la précision était, en tout cas dans le deuxième round, j'avais vu 84%. Dans les stats live, c'est... Waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment ultra impressionnant, surtout quand on considère qu'il était constamment mis sous pression par Chris Moutinho. Il ne faisait qu'avancer, et c'est là où Sean O'Malley nous a montré son large arsenal technique debout. Il est capable de combattre, on l'avait vu, quand il est lui au centre. Sur toutes ses performances passées, c'était plutôt lui qui menait la cadence, lui qui tenait le centre, lui qui imposait la distance. Et donc il y avait justement ce petit questionnement par rapport à comment va réagir Sean O'Malley quand il sera mis sous pression. Là, on a eu la réponse et il gère très très bien ça. Il est bon quand il engage, il est bon quand il contre, il est très bon en contre synchronisé, en contre asynchrone. Il attaque sur les 3 niveaux, low kick, body shot, à la tête. Il a une précision extraordinaire partout. Il a une lecture du jeu qui est vraiment au top du top. Les kicks, l'anglaise, les genoux, les coudes, tout y passe. Vraiment un striker complet comme on en a rarement eu en MMA. Ouais, très belle performance. Ça mérite un bonus et il a eu le Fight of the Night. Donc voilà. Alors, le petit débat de ce combat, l'arrêt de Herb Dean. J'aurais dû me renseigner avant la vidéo, mais ne prenez pas ce que je dis ici comme la vérité. Mais moi, il me semble que quand je m'étais renseigné à l'époque, maintenant ma mémoire me fait peut-être défaut. Je ne sais plus c'était pour quel combat, mais je crois qu'il y avait eu un combat qui avait été arrêté à 4 minutes 59 de je ne sais plus quel round, et il y avait des gens qui se plaignaient en disant ouais, l'arbitre aurait dû laisser jusqu'au bout. De ce que j'ai cru comprendre quand je m'étais renseigné à cette époque-là, c'est que l'arbitre ne peut pas faire gaffe au timing. Le temps qui reste dans un round ne doit pas influencer sa décision. Le rôle numéro 1 d'un arbitre, c'est la safety des athlètes. Protéger l'intégrité physique des athlètes. Qu'il reste 1 seconde, qu'il en reste 4 minutes dans un round, ça ne change rien par rapport à la séquence qu'il est en train de voir. Et quand il voit la séquence, il doit en permanence dire est-ce que j'arrête maintenant ou pas. Ça va être peut-être un peu paradoxal ce que je vais dire par rapport à ce que je viens d'annoncer. Vu la tournure du combat, c'est assez clair que personne ne voyait Chris Moutinho s'imposer dans les 27 secondes qui restaient. La donne du combat n'allait pas changer. Donc la logique, c'est que pour les 27 secondes qui restaient, il allait juste prendre des dégâts supplémentaires. Et clairement, Sean O'Malley commençait à augmenter son volume dans cette fin de combat. Et clairement, on voyait un Chris Moutinho sans la moindre réponse depuis une bonne trentaine de secondes où il était là comme un punching ball. Il faisait qu'encaisser. Toutes ses frappes passaient à côté et toutes les frappes de Sean O'Malley le touchaient. Et ça le touchait de plus en plus fort, de plus en plus précisément. Donc je pense que la logique de Herb Dean, c'était vraiment ça sert à rien de continuer, il va encore continuer à prendre des frappes. Alors oui, certes, il reste 27 secondes. D'un point de vue mindset, mental, Chris Moutinho aurait mérité d'aller à la décision. J'ai rien du tout, j'ai pas de contre-argument par rapport à ça. Il mérite d'aller à la décision parce que voilà, il a survécu pendant 2 rounds et 4 minutes 33. Mais soyons aussi honnêtes, le fait que Herb Dean ait arrêté, ça l'a protégé de je vais pas faire de 27 secondes de punching ball. C'est pas, il faut pas penser que MMA, il faut pas penser que court terme. Sur le court terme, oui, Chris Moutinho, il se serait allé à la décision dans ses débuts UFC, un gros mental, blablabla.
Mais sur le long terme, sur la longévité de sa carrière et même sur la santé, sur sa vie entière, c'est une décision saine que Herb Dean a prise. Et pour moi, que ça aille à la décision ou que ce soit un TKO ici à la fin du troisième round, ma conclusion par rapport à Chris Moutinho reste la même. C'est exactement la même chose. Quel menton, quel cœur, quelle découverte. Et les 27 secondes auxquelles on n'a pas eu droit n'auraient rien changé à cette conclusion. Donc au final, le ressenti du combat reste le même. Pour moi, là, Herb Dean a juste bien protégé Chris Moutinho. Et c'est le rôle de Herb Dean. Donc voilà, je fais partie, je pense, du peu de personnes qui est en accord, on va dire, avec cet arrêt de Herb Dean. Je conçois ceux qui sont contre. Moi, je trouvais pas ça scandaleux du tout. Je trouvais même ça justifié. Alors, on passe chez Irene Aldana contre Yana Kunitskaya. Je vais commencer par dire incroyable check-hook de Irene Aldana. Comme ça, je m'assure de remettre le crédit là où il est dû. Belle performance de Irene Aldana qui est sortie de son style habituel, qui est très volumineux, qui a été très très patiente, face à une Yana qui était plutôt intense dans ce combat. Irene est restée très patiente, très intelligente, elle prenait pas trop de risques à s'exposer sur les contres, et elle contrait elle-même très très bien, elle canalisait bien l'intensité du combat, donc c'est une performance très propre de Irene Aldana. Yana Kunitskaya, j'ai pas trop compris par contre ses intentions, son game plan. Elle est venue, elle donnait 100% dans chacune de ses frappes. Elle allait clairement fatiguer très vite dans le combat. Elle était face justement à une combattante qu'on connaît pour être une fille qui fait pas beaucoup d'erreurs dans la cage, qui sait quand même gérer un combat debout. Donc ouais, j'étais un peu surpris de l'absence de performance, on va dire, de Yana, mais ça n'enlève rien à la super performance de Irene Aldana. Bon, elle avait raté la pesée, donc on a toujours un peu ce truc de tu rates la pesée, tu vas pas obtenir un title shot sur base de ça, mais elle est restée très très humble dans son interview d'après-combat, ce que j'ai vraiment fort apprécié. Elle force pas du tout pour la ceinture, elle prend son temps. Elle a dit « Maybe not today, maybe not tomorrow, but one day I will be champion ». C'est un peu ce que Brandon Moreno avait dit et ça s'est avéré être vrai. Donc, chouette de voir ça. Chouette de voir ça. Pour moi, Irene Aldana, on va sortir les rankings UFC. Parce que cette division, évidemment, quand on est une championne aussi dominante que Amanda Nunes, on est un peu perdu. Est-ce que la performance d'Irene Aldana hier nous donne l'impression qu'il y ait un réel challenge à Amanda Nunes ? Je pense pas. Mais c'est probablement parce qu'Amanda Nunes est juste 18 niveaux au-dessus de toutes les autres femmes. Alors, en numéro... Oh, c'est ouf cette division, quoi. Nunes, elle va combattre contre la 6e contender. C'est super rare qu'on voit ça. Donc Nunes contre Pena est prévue. Celle qui gagne entre ces deux athlètes... c'est le 7 août sur la même carte que Cyril Gane contre Derrick Lewis. Il y a Germaine de Randami, Holly Holm, Aspen Ladd et Irene Aldana maintenant dans ce top du classement, à voir ce qu'il en est. C'est vraiment une division, quand il y a un champion qui domine autant, la division devient vraiment moins intéressante. Là, je suis en train de lire les noms, il n'y a rien qui m'attire plus que ça. Mais bon, Irene Aldana fait un beau combat, donc quand même hâte de la revoir, peu importe contre qui c'est. Je bouge ma tasse parce qu'on change de sujet. Échec au roi. Tai Tuivasa contre Greg Hardy. Merci à tous ceux qui ont relevé ma blague hier pendant Eleven Sports. J'étais très fatigué, sorry. J'avais dit, le coach de Tuivasa, il est vraiment incroyable comme motivateur. Il dit tout le temps, Tuivasa mère. Et bref, c'était ma blague de la soirée. Alors, Tuivasa contre Greg Hardy. Ouais, ma femme me fait des yeux au ciel. J'étais en nuit blanche, hein. C'était une guerre qui a duré 1 minute 7. Ils l'avaient dit avant le combat, l'un comme l'autre. On va se rencontrer au milieu de la cage. On va échanger. On va voir qui dort en premier. On a eu la réponse très rapidement. Greg Hardy touche bien Tai Tuivasa, qui est sonné, qui prend la décision consciente de rester dans l'échange, de prendre le risque sonné d'échanger face à Greg Hardy,
frais et conscient. Il contre magnifiquement bien. Ça envoie Greg Hardy au tapis. Merci, bonsoir, bonne nuit. Tai Tuivasa est rentré sur Spice Girls. Il vient mettre un gros KO à Greg Hardy. Il célèbre avec une danse originale. Il monte sur la cage, il reçoit une bière, une chaussure. Il fout la bière dans la chaussure. Il affonne la bière qui était dans la chaussure. Difficile de battre cette performance de l'année, honnêtement. Voilà. En tout cas, on le disait avec Brian pendant le broadcast, le vainqueur de ce combat, s'il est impressionnant, il rentre ou il re-rentre dans le top 15 des poids lourds de l'UFC. Par contre, on a un Tuivasa qui a perdu contre le numéro 14 et contre le numéro 15 de cette division. La suite, pourquoi pas Thomas Spinal, ça peut être sympa. Thomas Spinal contre Tai Tuivasa, ça pourrait être un très chouette combat parce que Thomas Spinal fait une très belle performance, n'a fait que des belles performances à l'UFC, il a toujours pas un nouveau combat, je comprends pas pourquoi ils essayent pas de le faire grimper rapidement. Il a vraiment le niveau, c'est mon numéro 1 dans ma liste de prospects d'ailleurs à suivre. Donc, ça peut être vraiment sympa d'avoir ça on est en juillet, en octobre, ça pourrait être pas mal. Gilbert Burns contre Stephen Thompson. Alors un combat qui avait pas mal d'importance dans cette division des welterweight qui est assez ouverte. Gilbert Burns qui sortait de sa défaite contre Kamaru Usman. Stephen Thompson qui était fort attendu dans ce combat parce que beaucoup de gens voulaient le voir prendre le combat pour le titre contre Kamaru Usman parce que la dynamique de combat semblait intéressante. On a eu un jeu d'échecs, ce qui était quand même assez prévisible quand on a une si grosse opposition de style. On sait que le striker va pas vouloir trop engager au risque d'exposer ses hanches. Et on a un grappleur qui, à distance de karate range, ne va pas vouloir shooter à sec de loin. Du coup, on a eu un début de premier round d'observation où on cherchait le timing de l'autre, etc., etc. Burns qui vient à la première opportunité casser la distance, intelligent, stratégiquement intelligent. Stephen Thompson qui se contente de défendre à la cage avec l'objectif, pas spécialement d'améliorer sa position et de sortir du clinch, mais plutôt de ne pas se faire amener au sol. Ça marche bien pour lui pendant 1 minute 30 si je me souviens bien, et puis au final on a quand même un Gilbert Burns qui amène ça au sol. Donc dans la tête de Thompson évidemment, ça a créé un petit doute en se disant mince, quand on sera debout à distance, je vais devoir marquer vraiment des points et je vais pas pouvoir me dire ok, s'il m'amène à la cage, je vais pouvoir défendre sans problème. Légère déception de Gilbert Burns. Gilbert Burns, quand même un des meilleurs grappleurs qu'on ait en MMA. On s'attend à mieux que du pur contrôle au sol. Il y a eu quasi que du contrôle, pas réellement une recherche d'amélioration de position. Alors d'un point de vue stratégique, on peut comprendre, on peut concevoir. On obtient l'amener au sol dans un round compétitif, mais dans lequel tu prends l'avantage. Tu veux peut-être sécuriser le round, pas prendre le risque de monter de position, mais voilà, on s'attend quand même à plus de la part de Gilbert Burns, j'ai envie de dire. Surtout face à Stephen Thompson, excellent grappleur par rapport à son niveau debout, mais ça reste une ceinture noire contre une ceinture bleue, si je ne me trompe pas, au sol. Donc on s'attend quand même à un peu plus. Bref, Gilbert Burns monte en activité au moment où Stephen Thompson est en train de remonter debout. Il le touche bien avec des frappes pendant la montée de Stephen Thompson. À la séparation, Stephen Thompson qui envoie un check hook vers la tempe ou l'arrière de l'oreille qui sonne un tout petit peu Gilbert Burns, et on est vraiment rentré dans un combat à la fin de ce premier round. Deuxième round, de nouveau de l'observation, totalement normal évidemment, encore plus parce qu'on a un Gilbert Burns qu'on voyait fatigué et donc qui perdait un peu de l'explosivité, et on ne peut pas essayer de casser la distance quand on n'est pas explosif contre Thompson, sinon on va se prendre un contre. Thompson qui commence à essayer d'un peu plus ouvrir son jeu et qui remporte ce deuxième round. Et troisième round décisif, donc là on est dans un combat qui est très intéressant stratégiquement. Stephen Thompson qui a un très grand moment avec son spinning wheel kick qui sonne Burns. On a quelques échanges où on voit que les deux peuvent être dangereux, et puis finalement on a un super takedown de Gilbert Burns, mais de nouveau on se retrouve dans une situation où Stephen Thompson n'a pas les armes pour se relever et où Gilbert Burns se contente vraiment d'un contrôle
avec quelques frappes pour garder une certaine activité, mais on n'avait, selon moi, pas une recherche de finalisation à tout prix. On avait une recherche de gagner le combat. Alors, je suis le premier à le dire, hein, vraiment, je vais pas retourner ma veste ou quoi. Gagner le combat, c'est le plus important. Stratégiquement, c'était intelligent. Donc, tout le crédit vient à Gilbert Burns parce que c'est pas donné à tout le monde de gagner contre Stephen Thompson. C'est un profil qui est extrêmement difficile à battre, difficile à affronter. Gilbert Burns a trouvé son chemin vers la victoire. Il l'a pris et il l'a obtenu. Très propre, belle victoire, amplement méritée, 29-28 par les 3 juges. Je pense que ça a du sens, c'était la décision à donner. Le call-out de Gilbert Burns, il y en a un des 3 qui est bien, un des 3 qui est moyen et l'autre qui a absolument rien à voir. Après, on connaît Gilbert Burns, c'est quelqu'un qui voudrait combattre tous les week-ends, donc ça c'est très chouette à voir évidemment. Il fait d'abord un call-out de Masvidal, call-out moyen, puis il fait un call-out de Nate Diaz. On comprend l'aspect financier qu'il y a derrière, mais Nate Diaz il vient de perdre pour la 18e fois d'affilée dans un combat qui n'avait pas trop de sens au niveau des rankings. Enfin si, en fait pour lui oui, mais lui il est loin dans les rankings. Burns vient de gagner contre le numéro 4 de la division après avoir enchaîné 6 victoires et puis une défaite contre le champion. Essaye de rester relevant dans la décision. Et puis il fait un call-out très intelligent de Leon Edwards. Je pense que c'est le combat à faire si on considère que le prochain de Kamaru c'est contre Covington, la revanche. Ce qui aurait du sens. Si on a Kamaru contre Covington, Burns contre Leon Edwards, ça fait un genre de vainqueur contre vainqueur après. Pourquoi pas? Même si évidemment Burns contre Kamaru Usman, sorry. Il s'est fait dominer complètement à partir du 2e round et il se fait finaliser. Mais dans le 1er round, on a eu un petit moment chaud pour le champion. Donc pourquoi pas, le rematch pourrait être intéressant. Par contre, clairement, ah oui, ça aussi, il faut que j'en parle. Gilbert Burns n'a pas montré quelque chose de spécialement nouveau qui nous indiquerait que le rematch contre Kamaru Usman serait différent. Mais ça reste une belle performance. Par contre, l'arbitrage, là, Marc Goddard est juste devant. Il y a 6 coups à la nuque et c'est pas dans le mouvement. On a vraiment Thompson qui rentre la tête et on a des hammer fists qui vont à l'arrière de la tête et à la nuque. Je viens de me faire mal en faisant ça. Je le répète, c'est peut-être pas ça, mais je suis sûr et certain ça aurait pas de sens que ce soit pas ça. Marc Goddard ne doit pas se dire il reste 10 secondes dans ce combat, je laisse aller quoi qu'il se passe. Il est face à un combattant qui en fin de combat s'énerve, il fait du tam-tam littéralement sur la nuque de Stephen Thompson. On le voit, ça prend la direction de la nuque, il n'y a aucune intention de varier la direction des frappes. C'est ultra dangereux comme frappe. Même s'il reste que 3 secondes, tu dois arrêter. C'est pas une disqualification, clairement pas. La disqualification n'aurait pas du tout été justifiée parce que Stephen Thompson n'est pas out là-dessus. Mais il doit arrêter l'action pour notifier à Gilbert Burns que c'est illégal. Normalement, là il restait que 3 secondes, mais même normalement tu remontes, les 2 athlètes reprennent debout. Il n'y a rien qui se serait passé dans ces 3 secondes-là. Mais le point de pénalité n'aurait pas été absurde là, et ça aurait fait une égalité. Parce que intégrité, c'est la première chose que les arbitres doivent avoir comme valeur, et ils ne doivent pas regarder. Encore une fois, il y a un coup illégal, 6, qui se produisent devant lui, et c'est pas, encore une fois, c'est pas des crochets en grand hand avec un Thompson qui tourne la tête au dernier moment et du coup ça touche l'arrière. Non, c'est vraiment, ça vise l'arrière de la tête. Pour moi, c'est indiscutable. Il doit y avoir un avertissement grand minimum et probablement un point de pénalité. Je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir communiqué comme si j'étais un peu anti-Burns et pro-Wonderboy. Je vais répéter vraiment, c'est pas tout le monde qui a réussi à faire ça contre Stephen Thompson. Victoire amplement méritée. Mais sur le point de vue arbitrage, là, il y a une grosse erreur de Marc Goddard. Très grosse erreur de Marc Goddard. Très, très grosse. C'est vraiment décevant de sa part. La pub, et on passe au main event.
Alors évidemment, le main event. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à discuter. Comment structurer ça McGregor commence, je vais pas dire sans surprise, mais il commence toujours fort, il a commencé fort dans ce combat. Était-ce le bon choix? Après coup, facile de dire non, parce qu'il a perdu. Anticipativement, moi, mon analyse que j'avais faite avant le combat, c'était j'aimerais voir un Conor McGregor plus patient. J'y ai pas eu droit du tout. Parce que je suis en train juste d'essayer de comprendre la logique de McGregor. Commencer fort contre Donald Cerrone, c'était super intelligent. Donald Cerrone a toujours eu des problèmes en début de combat. Rafael Dos Anjos, Ben Henderson la première fois. Il a toujours eu, il y a d'autres exemples, des problèmes face à des personnes qui commençaient fort, rapidement le combat. C'est un slow starter. Dustin Poirier, même dans leur premier combat entre Conor et Dustin, il y a plus de 2 minutes avant le KO, et Conor avait abordé ça de manière volumineuse, mais il n'imposait pas non plus un rythme complètement ouf. L'intensité était relativement basse. Il a cherché le bon moment pour finaliser. Dans le deuxième combat, Conor commence de manière intense, et on a un Dustin qui résiste vraiment à ça, qui reste bien dans le combat, qui reste... Enfin, dans ce deuxième combat, Dustin, il n'y avait pas à le critiquer dans le premier round, il était là, il était présent dans les échanges, il n'était pas en mode panique du tout. Et Dustin Poirier, on le connaît, enfin, il a combattu, il a eu des guerres contre Alvarez, contre Max Holloway, contre Justin Gaethje. On sait qu'il est capable de supporter un combat chaotique. Donc je conçois pas la raison stratégique du choix de revenir à nouveau dans ce combat de manière assez intense dès le début. Je vais descendre dans le niveau. Malgré tout, ça fonctionnait plus ou moins bien pour McGregor hier soir. Il arrive avec 2 spinnings d'entrée de jeu, ça touche. Pas mal de low kick. Ça, c'était par contre très intelligent comme adaptation. En anglaise, on le voit un peu moins surengagé que dans le deuxième, mais il surengage quand même, donc mitigé à ce niveau-là. Il a vraiment cette intention d'arracher la tête dès le début. Et voilà, je suis vraiment perplexe par rapport à l'approche du combat de McGregor dans ce troisième, dans cette trilogie qui se clôture. On va quand même souligner les belles choses, les low kicks très intelligents, les push kicks très intelligents, meilleure variété de jeu dans ce troisième combat, donc il y avait vraiment du bon et du mauvais, ce qui est justement bizarre, parce qu'on voit qu'il y a une préparation intelligente de l'autre côté, mais il y a peut-être des mauvais choix qui ont été faits de l'autre côté. Ça, c'est la partie McGregor. Partie de Dustin Poirier, il arrive dans un combat qu'on lui impose, entre guillemets. Je pense qu'il s'y attendait plus ou moins. Tout le crédit lui revient par rapport au fait qu'il est resté calme, patient, dangereux. Face aux kicks de McGregor, que ce soit les push kicks ou les low kicks, il avait pas trop de réponses, mais pas des mauvaises réponses non plus. Je pense que les 2-3 premiers kicks, il les encaisse sans rien faire, et à partir du 4e, 5e, il commence à vouloir mettre la pression sur McGregor dès que le kick est envoyé, ce qui est magnifique. Très très bien joué. Il a un très beau moment en anglaise où il nous fait une Dustin Poirier, c'est-à-dire que Dustin Poirier est extraordinaire, vraiment extraordinaire pour toujours garder ses pieds en dessous de lui, avoir une bonne stabilité et être toujours en position de frapper. Ça, c'est clairement Mr. Muscle avec qui il travaille beaucoup. Donc, il travaille beaucoup avec Phil Darius pour le conditionnement physique en termes de force, explosivité, endurance, etc. etc. Et puis avec, je sais plus son nom, mais sur Instagram, c'est Mr. Muscle. On le voit toujours travailler avec les lumières, ce genre de réflexe, muscle memory, etc. Et je pense qu'il arrive à super bien dissocier ce qu'il fait avec ses mains et ce qu'il fait avec ses pieds. Ce qui est, je vais mettre ça dans la catégorie de la psychomotricité. Il a une psychomotricité parfaite, et ça s'est ressenti quand j'ai revu dans les promos le début de la fin contre Justin Gaethje. C'est incroyable, ces déplacements. Les déplacements où il n'arrête pas d'envoyer des frappes, c'est ennuyant au possible. Il le fait aussi contre Alvarez, contre Max Holloway, dans tous ses combats. Et il l'a encore fait contre McGregor. C'est du
plaisir à regarder. Franchement, c'était... Et là, encore une fois, contre McGregor, il l'a fait. D'ailleurs, c'était un très beau moment du combat. Donc, on a un McGregor qui commence à s'imposer debout. On va pas se mentir, c'est lui qui commence à prendre l'ascendant sur le timing, je sais plus, on va dire sur la première minute. Puis, il y a ce moment où Dustin Poirier enchaîne un peu en anglaise et touche bien à McGregor. D'ailleurs, on voit un McGregor un peu shoot vers le takedown pour aller chercher le clinch. En général, c'est l'indicateur qu'il a quand même été touché. Donc là, on a un momentum shift. Donc on avait McGregor qui prenait l'ascendant, Dustin Poirier qui revient grâce à ce moment. Et puis au clinch, on a un genou gauche de McGregor qui vient vraiment toucher le foie. Et on a une réaction douloureuse de Dustin Poirier. Et puis ça va au clinch à la cage. Et alors là, oui, il y a la guillotine. Alors, la recherche de guillotine, très propre de McGregor. Vraiment, il est allé chercher cette guillotine. C'était très beau. Techniquement, très très beau. Il a un bon grip sur une bonne guillotine. Mais alors, par contre, la façon dont il pull guard, il se fait évidemment ralentir par la cage. Mais tu sais que tu es contre la cage. Donc, il tombe un peu au ralenti. On le dit toujours, en grappling, tu peux pull guard et puis il n'y a pas de frappe au sol. Donc si tu as ton adversaire dans la garde, c'est pas une mauvaise position pour toi, surtout si tu es à l'aise sur ton dos dans ce genre de dynamique. En MMA, avec les frappes et le ground and pound, quand tu pull guard sur une guillotine, tu dois être sûr à 110% que tu vas la finaliser. Là, clairement, elle était deep, elle était vraiment deep. Mais si tu n'as pas le contrôle du corps de Dustin Poirier quand tu sautes, quand tu pull guard, tu sais qu'il va en sortir ou tu sais que tu vas galérer à la finaliser. On a eu au tout premier combat une guillotine qui se finalise debout. McGregor aurait pu prendre cette... Alors encore une fois, après coup, c'est très facile de dire il aurait pu, il aurait dû, si, Mais voilà, ici, clairement, je pense qu'on ne va pas se mentir, c'était une erreur de McGregor et on aurait pu le dire pendant qu'il pull guard. Je pense que tout le monde a été un peu en mode « Waouh !» Même moi pendant les commentaires, j'étais là, ouais, ce serait dingue qu'ils mettent une guillotine. C'était à 21 contre 1 sur les côtes de Paris que McGregor gagne par finalisation, par soumission. Mais par contre, clairement, quand on l'a vu tomber, on s'est dit, ouais, c'est quoi ça? Voilà, bref. Dustin sort de la guillotine. Très bien joué de sa part. Et puis au sol, on a McGregor qui met quand même des coups de coude piquants d'en dessous. Mais ce qui marque les esprits de loin, c'est le ground and pound qui était vachement puissant de Dustin Poirier. Bonne pression contre la cage. Il a bien maintenu McGregor au sol, ce qui est pas une chose facile à faire. McGregor variait un peu avec des up kicks quand Dustin Poirier se relevait, puis ça retournait dans la garde. En tout cas, clairement, Dustin Poirier commençait là. Le momentum partait complètement vers Dustin Poirier, complètement à son avantage. Puis on a McGregor qui tient le gant de Dustin Poirier et qui envoie un up kick, ça se relève. McGregor envoie un low kick, mais j'ai revu, c'est pas ça qui provoque le tibia cassé. Puis on a un échange en anglaise, et là on voit McGregor tomber en arrière. On voit directement que le tibia est brisé en deux. En live, on croyait que c'était au niveau de la cheville que ça s'est passé, mais il a vraiment une fracture du tibia apparemment. Et Herb Dean ne le voit pas, donc on laisse Dustin Poirier continuer le ground and pound sur la fin du round. Et il s'avère que 2 juges ont donné ce round 10-8. Alors, justifié, oui, parce qu'il y a les 10 dernières secondes selon moi. Si on enlève les 10 dernières secondes, c'est un 19, clair et net pour Dustin. Les 10 dernières secondes ne devraient pas compter parce qu'il y a le tibia cassé. Ça permet de justifier un 18, clairement. Donc, quoi qu'il arrive, alors, super frustrant. Que tu sois fan de Dustin, que tu sois fan de Conor, que tu sois fan de MMA et que tu étais neutre dans le combat, ce qui m'étonnerait. Que tu sois Conor, évidemment. Que tu sois Dustin, l'UFC surtout. Frustration maximale. Toujours quand un combat se finit comme ça, il y a toujours une frustration. Bon, ça aussi c'était arrivé dans Moutinho contre Sean O'Malley, parce que là on connaissait vraiment la direction du combat. Là clairement, la direction du combat, c'est Dustin Poirier qui allait vers la victoire, on va pas se mentir. Mais il y avait toujours ce mais, puisque McGregor avait bien commencé debout, on arrivait à 1 minute de récupération, on sait McGregor il combat très bien pendant 7 minutes, donc les 2 premières minutes du deuxième round on aurait pu avoir quelque chose. Donc il y a toujours ce point d'interrogation, on sera tous d'accord pour dire que ça allait vers Dustin Poirier, qu'il allait vers la victoire, qu'il y a
que la probabilité qu'il y ait un autre momentum shift est assez faible, mais elle est existante, ce qui, ce qui nous rend frustrés, ce qui nous rend clairement frustrés en tant que fan de MMA. C'est sûr et certain, on veut jamais qu'un combat se finisse comme ça. On veut qu'un combat se finisse sur un KO, sur une soumission ou sur une décision. On veut pas que ce soit sur une blessure comme ça. C'est dommage. C'est dommage pour le sport, tout simplement, dans ce genre de situation. Peu importe les combattants. Alors ici, évidemment, tout le monde est investi émotionnellement pour Dustin ou contre McGregor, ou pour McGregor ou contre Dustin. Bref, contre Dustin, non. Euh, donc chacun a des avis qui sont un peu basés sur des émotions, mais factuellement, c'est triste qu'un combat se finisse comme ça. Eh ben justement, en parlant du côté un peu plus émotionnel, j'aime pas trop parler de ce genre de truc, mais bon, ça, voilà, il faut adresser ce genre de sujet. Première chose, Joe Rogan, faut qu'il arrête ses interviews post-combat là. Il l'avait dit après Overeem contre Stipe Miocic, j'arrête d'interviewer des combattants qui ont été mis KO. Depuis le deuxième confinement, il arrête pas de le faire. Et là, il va interviewer un gars qui a le tibia brisé en deux. Enfin, je veux dire, c'est... Je comprends. Et en plus, on savait que l'interview allait se passer comme ça. C'est pas bon pour l'image. On avait un McGregor qui était super énervé, qui arrêtait pas de crier, qui postillonnait, qui crachait presque. Enfin, il était dans un état second, clairement. Donc l'interview de McGregor, il fallait pas. Ça, c'est une chose. Et du coup, évidemment, l'interview était complètement inutile, complètement négative. Ça véhicule que des images négatives. Donc ça... Voilà, et ça alimente évidemment la haine qu'on peut avoir envers McGregor. Je dis pas que c'est justifié ce qu'il a dit, c'est très très mal ce qu'il a dit, mais dans quel état d'esprit était-il avec l'adrénaline qui doit prendre le dessus sur la douleur ressentie à un tibia cassé. Bref, Dustin Poirier, son interview, on sent qu'il avait été touché quand même par tout ce qui avait été dit avant ce troisième combat de McGregor, parce qu'il est sorti de son personnage. Il était à moitié dedans, à moitié dehors. C'est-à-dire qu'il a dit des chouettes choses. Par moments, il a dit des phrases qui le faisaient sortir par la grande porte de cette trilogie haute en émotion. Et puis, il a quand même fait quelques phrases qui étaient légèrement décevantes par rapport à son personnage, mais qu'on peut totalement comprendre vu tout ce qui avait été dit par le passé. Évidemment, pas du tout une critique. On aurait adoré un Dustin Poirier sortir par la grande porte de dingue. Je sais plus exactement quelle phrase il a dite, mais il a dit certaines phrases qui étaient nickel, et puis il a quand même un peu insulté McGregor. Après, on comprend, comme je disais, le MMA, après un combat, les émotions sont tellement hautes, c'est incontrôlable, on va toujours avoir des interviews qui sont critiquables à froid. Donc ici, Dustin Poirier mérite cette victoire, aussi frustrante soit-elle, il mérite cette victoire. Bonne interview d'après-combat, considérant les émotions, très bonne. Il avait une opportunité de sortir par la grande porte. Je ne vais pas dire qu'il est sorti par la petite porte pour autant, mais on sentait qu'il y avait encore cette animosité entre eux deux. Personnellement, est-ce que alors honnêtement, voilà, maintenant Dustin Poirier, Charles Oliveira, d'office, 100%. Il y a un narratif pour un quatrième combat avec Conor McGregor, pas d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue histoire. Et on sait que, je le dis souvent, soit on est fan de violence, soit on est fan de stratégie, soit on est fan d'histoire. Enfin, pas soit, mais proportionnellement, moi par exemple, je suis grand fan de stratégie, j'aime évidemment bien la violence et je suis beaucoup moins fan d'histoire, mais il y a beaucoup de combattants, de fans évidemment aux États-Unis qui sont beaucoup plus fans d'histoire que de violence, que de stratégie. Ça représente une grosse partie des fans et ça justifie certains combats. Donc, sportivement, je ne suis pas spécialement pour un quatrième combat entre Dustin Poirier et McGregor, mais d'un point de vue business, évidemment, ça fera du chiffre, surtout si on a un narratif avec Dustin Poirier champion, Conor McGregor qui revient, qui gagne un combat, voilà, bref. Maintenant, Conor McGregor, il est out pour longtemps, donc il faut vraiment le mettre de côté. Il semble vouloir dire qu'il va revenir, on va voir comment il va réagir à froid par rapport à ça. Il a perdu son aura. Son prochain combat, il n'aura pas autant de... Bref, ça va peut-être un peu loin dans la spéculation. Je pense que son prochain combat, il n'y aura pas autant cet engouement du public. C'est triste pour lui d'un point de vue carrière.
Ouais, ceux qui veulent dire, ouais, il mérite, gna, 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 c'est moche à dire tout le temps, il mérite ce genre de truc. Voilà. Mais effectivement, il a eu une très mauvaise attitude sur ce combat-ci. Autant le trash talk qu'il a fait par le passé, ça restait un peu dans les règles de la comédie, même si effectivement il a déjà plus d'une fois passé la ligne. Là, j'ai l'impression que c'est la pire fois parce que au-delà de cross a line, au-delà d'aller trop loin dans le trash talk était purement mauvais d'un point de vue comédie, d'un point de vue communication. C'était du trash talk de gamine de 13 ans. Avant, on pouvait encore, voilà, sortir un truc genre, ouais, ça respecte certaines règles de la comédie, même si, voilà, on sait très bien, selon notre éducation, notre environnement, chacun a ses limites, hein. Peut-on rire de tout? C'est une question dont je ne vais pas débattre, mais Conor McGregor a toujours été très borderline. Il a déjà dépassé, comme je le disais plusieurs fois. Ici, clairement, il l'avait dépassé, et en plus, il l'avait dépassé avec une mauvaise qualité. Mais on devrait souhaiter humainement, si on peut pas critiquer quelqu'un de dépasser une ligne et puis de la dépasser soi-même, dans le sens où souhaiter une blessure à un père de famille, ben c'est aussi dépasser la ligne. Donc ce serait hypocrite enfin ceux qui disent c'est bien fait pour sa gueule, karma, c'est un peu hypocrite de le dire. Bref, chacun son opinion là-dessus. Je vais pas rentrer dans ce débat, sinon je sens que je vais avoir beaucoup de pouces vers le bas. En parlant de ça, mettez des pouces vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. 12h55, ça veut dire que la vidéo est super longue. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Chris Genacht. À très bientôt.